Emporté par ma victoire, j'avais marqué un deuxième point dans la foulée en téléphonant à l'agence de voyage de Kuta, où l'on m'avait dit clairement que non, il n'était pas possible de changer mon billet d'avion sans m'acquitter d'une pénalité de $600. Je n'avais jamais accueilli d'aussi bonne humeur une si mauvaise nouvelle. Dans l'enthousiasme du moment, j'étais parvenue à joindre mon ancien directeur. Je n'avais pas calculé le décalage horaire et j'avais eu l'impression de le tirer du lit. Il avait une voix endormie, avec la pointe d'inquiétude que l'on a lorsque le téléphone sonne au milieu de la nuit et que l'on se demande quelle terrible nouvelle peut justifier que l'on vous extirpe du sommeil à une heure pareille. Je lui avais parlé de mon projet avec enthousiasme, sans prêter attention au constat entre mon excitation et sa somnolence. Il m'avait écouté sans broncher. Et lorsque je lui avais demandé s'il accepterait de me consacrer un peu de temps pour me transmettre divers aspects de son savoir-faire, il avait acquiescé, sans doute soulagé que je n'appelle pas pour lui annoncer la mort de sa grand-mère ou l'explosion de son école dans un attentat terroriste. 2 sur 5 était au final un score honorable pour un néophyte, et ce fut confiant et serein que je rejoignis ma plage où je consacrais la soirée à ma seconde tâche. M'imaginer dans la peau d'un photographe, m'introspectant pour écouter mon ressenti sur cette nouvelle identité professionnelle. Mon bain de nuit fut un délicieux moment de lâcher prise, de détente et de bonheur, après cette journée harassante mais victorieuse. Alors, était-ce aussi facile que vous l'imaginiez de rassembler des noms? Ma foi, non, je l'avoue. Il sourit, tout en s'asseyant sur sa natte dans la position du lotus. Je le regardais heureux d'être à nouveau face à lui. J'aimais son visage serein, imperturbable. Le visage de quelqu'un qui n'attend rien de plus de la vie, qui ne convoite rien, n'a pas de désir particulier. Quelqu'un qui se contente d'être et qui offre cet état aux autres, tel un modèle qu'on peut suivre si on le souhaite. Les personnes qui ont peur du rejet, reprit-il, sont très loin de savoir qu'il est rare d'être repoussé par les autres. C'est même presque difficile à obtenir. Les gens sont dans l'ensemble plutôt enclins à vous aider, à ne pas vous décevoir, aller dans le sens de ce que vous attendez d'eux. C'est précisément lorsqu'on en craint d'être rejeté que l'on finit par l'être, suivant le mécanisme des croyances que vous avez maintenant appris à connaître. C'est vrai. Quand on apprend à aller vers les autres pour leur demander ce dont on a besoin, c'est tout un univers qui s'offre à nous. La vie, c'est s'ouvrir aux autres, pas se refermer sur soi. Tout ce qui permet de se connecter aux autres est positif. Je repensais à ma connexion avec Hans la veille. Après tout, j'avais quand même passé un bon moment et en fin de compte, je reconnaissais qu'il était plus à plaindre qu'à mépriser. Je crois que vous avez raison en effet. Alors, êtes-vous parvenu à vous imaginer dans la peau de celui que vous envisagez de devenir? Eh bien justement, je voulais vous en parler. J'ai un problème à ce sujet. C'est bien d'en avoir pris conscience avant de vous lancer dans le projet. Oui, c'est sûr, tant qu'à faire. Qu'est-ce qui vous pose problème? Quand je m'imagine dans la peau d'un photographe, c'est-à-dire d'un artiste, je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec cette idée. Qu'est-ce qui vous gêne précisément? Demanda-t-il sur un ton invitant à la confidence. Eh bien, je suis issue, d'une famille qui ne valorise que les professions intellectuelles.
Mes parents m'ont poussé à faire des études supérieures. Je dirais même que je n'ai pas eu le choix. Dans ma famille, on est respecté si on est scientifique ou enseignant. C'est à peu près tout. Les autres métiers sont considérés comme peu sérieux. Alors photographes, ils ont le droit d'avoir cette opinion et vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. Bien sûr, il est clair qu'à mon âge, je n'ai pas de compte à leur rendre, mais ça leur ferait un tel choc. J'ai peur qu'ils soient tristes. Sont-ils tristes aujourd'hui de vous savoir peu épanoui dans votre métier? Sont-ils venus vous trouver pour vous réconforter? Non, pas vraiment. S'ils vous aiment, croyez-vous qu'ils préféreront que vous soyez un enseignant malheureux ou un photographe épanoui? Vu comme ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si on aime les gens seulement quand ils se comportent conformément à nos idées, ce n'est pas de l'amour. C'est pour cela que je crois que vous n'avez rien à craindre de la part de ceux qui vous aiment. Même au sein d'une famille aimante, chacun doit vivre sa vie. C'est bien de prendre en considération les effets de ce que l'on fait sur les autres afin de ne pas leur nuire. En revanche, on ne peut pas toujours tenir compte de leurs souhaits, et encore moins de la façon dont ils vont apprécier vos actions. Chacun est responsable de sa propre appréciation. Vous n'êtes pas responsable des opinions des autres. Vous n'êtes pas responsable des opinions d'autrui. Il avait sans doute raison, mais quelque chose continuait de me gêner. En fait, je me demande dans quelle mesure ma famille ne m'a pas contaminée. Même si ce projet m'enthousiasme, je ne suis pas complètement à l'aise avec le fait de quitter le camp des scientifiques pour rejoindre celui des artistes. Je pense qu'il est inopportun de raisonner en termes de camp et plus encore en termes d'appartenance à un camp. Il ne s'agit pas pour vous de quitter un camp pour en rejoindre un autre, mais juste de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Je demeurais pensif, certes assez touché par ses paroles, mais je crois qu'il sentit que je restais quand même un peu bloqué par la situation. « Venez avec moi », dit-il en se levant lentement. À la façon dont il bougea, je pris conscience pour la première fois de son grand âge. Une impression qui disparaissait quand il s'exprimait, tant il maniait le verbe avec précision et sérénité. Je me levai à mon tour et le suivis. Elle contourna les différents édifices qui constituaient le campement, puis emprunta un sentier qui serpentait dans la végétation, une végétation tellement dense que l'on ne pouvait distinguer le contour du jardin. Nous marchâmes plusieurs minutes en silence, l'un derrière l'autre, puis le chemin s'élargit et je m'avançai à sa hauteur. De minuscules parcelles étaient cultivées çà et là, soigneusement entretenues. Probablement des plantes médicinales, d'une humidité moite. Le sentier déboucha brutalement sur une corniche surplombant vertigineusement la vallée. Je savais que le village était juché sur une hauteur, mais j'étais loin de m'imaginer que le fond du jardin de maître Samtiang dominait à ce point la vallée qui s'étendait sur des kilomètres, 200 ou 300 mètres en contrevent. Cette vue plongeante et aérienne, nous étions comme suspendus au-dessus du vide, contrastait fortement avec le reste du jardin, où la densité de la végétation empêchait toute visibilité dégagée. Nous nous assîmes côte à côte sur un rocher, les pieds bâillants dans le vide, et restâmes silencieux plusieurs minutes
contemplant ce paysage grandiose qui me faisait me sentir tout petit. C'est le guérisseur qui finit par rompre le silence de sa voix posée et bienveillante. Que voyez-vous dans les rizières? On apercevait au loin, tout en bas, des dizaines de paysans, les pieds dans l'eau jusqu'à mi-mollet, le dos courbé et les mains tendues vers les plants de riz. Je vois un ensemble de travailleurs s'activant dans les champs. Non, pas un ensemble de travailleurs. Un groupe de paysans si vous préférez. Non, ni un ensemble, ni un groupe. Bon, voilà qu'il joue sur les mots, me dis-je. Savez-vous, reprit-il, combien il y a des êtres humains sur Terre? Entre 6 et 7 milliards. Et savez-vous de combien de gènes est constitué chaque être humain? Je ne sais pas, quelques milliers. Un peu moins de 30 000. Et parmi les 6 milliards d'êtres humains, il n'y en a pas 2 qui ressemblent les mêmes gènes. Pas 2. Vous vous rendez compte? Sur 6 milliards d'êtres humains, il n'y en a pas 2 qui soient identiques. Oui, chacun de nous est unique. Exactement. Et même si certains pratiquent le même métier, au même endroit, au même moment, on ne peut les considérer comme un groupe, ni un ensemble. Parce que quels que soient les points qu'ils peuvent avoir en commun, il y aura toujours plus d'éléments qui les différencient que de points communs liés à leur métier. Je comprends ce que vous voulez dire. On a parfois tendance à raisonner par catégorie, à considérer les gens comme s'ils étaient tous pareils au sein d'une catégorie. Alors qu'en fait, dans ce champ en bas, il y a plusieurs dizaines de personnes ayant chacune une identité propre, une histoire propre, une personnalité spécifique, des goûts particuliers. Plus de la moitié d'entre elles vivent au village, et je les connais. Rien que du point de vue de leur motivation à faire ce travail, il existe des différences. L'un le fait parce qu'il aime être au contact de l'eau, alors que son voisin, lui, n'a pas le choix. Un troisième le fait parce que cela lui rapporte un peu plus que son ancien métier, et un quatrième pour aider son père. Le cinquième parce qu'il aime prendre soin des plants et les voir pousser. Le sixième exerce ce métier parce que c'est la tradition dans sa famille et qu'il ne lui est pas venu à l'esprit de faire autre chose. Quand on raisonne par groupe, par ensemble, par camp, on fait abstraction des particularités de la valeur et de l'apport de chaque individu. Et on tombe facilement dans le simplicisme et la généralisation. On parle des travailleurs, des fonctionnaires, des scientifiques, des paysannes, des artistes, des immigrés, des bourgeois, des femmes au foyer. On bâtit des théories qui servent nos croyances. Et non seulement la plupart de ces théories sont fausses, mais elles poussent les gens à devenir ce que la théorie dit qu'ils sont. Je comprends. En fait, un grand pas dans la vie quand on cesse de généraliser ce qui concerne les autres et que l'on considère chacun individuellement, même s'il fait de toute façon partie d'un tout qui le dépasse, l'humanité et même au-delà l'univers. Je regardais au loin la vallée qui s'étendait sur des kilomètres. En face de nous, de l'autre côté du vide, le relief offrait une autre colline, presque une montagne, qui s'élevait à peu près aussi haut que la nôtre, séparée par plusieurs centaines de mètres.
formant ainsi comme un immense canyon au fond duquel se perdait la vallée. Certains nuages étaient plus bas que nous, tandis que d'autres nous surplombaient, nous donnant l'impression de flotter entre deux mondes. Un léger souffle continu rendait la chaleur agréable. Il nous apportait par vagues des effluves, senteurs lointaines que je n'aurais su identifier. « Bon, revenons à nos moutons, » dit-il. « S'il te plaît, dessine mon nain. »« Pardon ? » ?»« Non, rien, je plaisantais. » En réalisant votre projet, puisqu'il vous tient à cœur, vous ne rejoindrez pas une catégorie de gens. Vous serez juste vous-même, exprimant vos talents, en accord avec vos valeurs. C'est vrai, je dois garder ça à l'esprit. Oui. Vous savez, j'ai déjà un peu parlé de ce projet à 2 personnes de mon entourage et je dois dire qu'ils m'ont un peu refroidi. Pourquoi ? L'une m'a dit que la profession était sûrement fermée et que je n'arriverais pas à y faire ma place en débarquant comme ça, sans diplôme ni relation. L'autre m'a objecté qu'on ne montait pas ce genre d'activité du jour au lendemain en démarrant sans clientèle et que je n'avais pratiquement aucune chance de réussir. Toutes les personnes qui ont l'idée d'un projet rencontrent ce problème. C'est-à-dire, quand vous parlez d'un projet autour de vous, vous recevez 3 types de réactions. Les neutres, les réactions d'encouragement et les réactions négatives qui tendent à vous faire renoncer. C'est clair? Il faut à tout prix vous éloigner des personnes dont vous sentez qu'ils pourraient vous décourager. En tout cas, ne leur confiez pas vos projets. Oui, mais d'un certain côté, cela peut être utile que des gens vous ouvrent les yeux si vous faites fausse route. Pour cela, adressez-vous uniquement à des connaisseurs dans le domaine qui vous intéresse. Mais il ne faut pas vous confier aux personnes qui chercheraient à vous décourager juste pour répondre à leurs propres besoins psychologiques. Par exemple, il y a des gens qui se sentent mieux quand vous allez mal et qui font donc tout pour que vous n'alliez pas mieux. Ou d'autres qui détesteraient vous voir réaliser vos rêves car cela leur rappellerait leur absence de courage pour réaliser les leurs. Il existe aussi des gens qui se sentent valorisés par vos difficultés parce que cela leur donne l'occasion de vous aider. Dans ce cas, les projets qui viennent de vous leur coupent l'herbe sous le pied et ils feront ce qu'ils peuvent pour vous en dissuader. Cela ne sert à rien de leur en vouloir, car ils font cela inconsciemment. Mais il est préférable de ne pas leur confier vos plans. Ils vous feraient perdre votre confiance en vous. Vous vous souvenez qu'hier, nous avons parlé du bébé qui apprend à marcher et ne se décourage jamais, malgré ses échecs à répétition. Oui, s'il persévère et finit par réussir, c'est notamment parce que aucun parent au monde ne doute de la capacité de son enfant à marcher. Et aucune personne au monde ne va le décourager dans ses tentatives. Alors qu'une fois adulte, nombreux seront les gens qui vont le dissuader de réaliser ses rêves. C'est sûr. C'est pour cela qu'il convient de vous éloigner de ces personnes-là ou de ne pas leur parler de vos projets. Sinon, vous rejoindrez les millions de gens qui n'ont pas la vie qu'ils désiraient. Je comprends. En revanche, il est très positif d'avoir dans votre entourage 1 ou 2 personnes qui croient en vous. Qui croient en moi ?
Quand on se lance dans un projet qui représente un certain enjeu, par exemple, quand on aspire à changer de métier, on passe forcément par des hauts et des bas. On y croit, on en a envie, et puis d'un seul coup, on a des doutes, on n'y croit plus. On ne se sent plus capable, on a peur du changement, de l'inconnu. Si l'on est seul dans ces moments-là, il y a de fortes chances que l'on renonce, que l'on abandonne. S'il y a dans votre entourage une personne qui croit en vous, qui croit en votre capacité de réussir votre projet, et vous le fait sentir quand vous la voyez, cela balayera vos doutes et vos peurs, s'effaceront comme par magie. La confiance en vous que cette personne vous témoignera sera contagieuse. Elle vous insufflera la force de réussir et vous donnera l'énergie de déplacer des montagnes. On est 15 fois plus fort quand on n'est plus seul avec son projet. Mais comprenez-moi bien, il n'est pas nécessaire que cette personne vous aide ou vous donne des conseils. Non, ce qui compte avant tout, c'est juste qu'elle croit en vous. D'ailleurs, vous seriez surpris de connaître le nombre de gens célèbres qui ont bénéficié d'un tel soutien initial. Je ne suis pas sûre d'avoir une personne comme ça sous la main. Dans ce cas, pensez à quelqu'un de plus éloigné, peut-être un aïeux ou un ami d'enfance, même si vous ne le voyez pas souvent. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi penser à une personne disparue qui vous a aimé de son vivant. Pensez à elle et dites-vous, je sais que là où elle est, si elle me voit monter ce projet, elle croit en moi. Dès que vous avez des doutes, pensez à elle et voyez-la vous encourager, car elle sait que vous allez réussir. Alors je choisirai ma grand-mère. J'ai toujours vu dans son regard qu'elle était fière de moi. Quand il m'arrivait d'avoir de mauvaises notes à l'école, mes parents me réprimandaient. Mais elle me disait, « C'est pas grave, je sais que tu auras une bonne note la prochaine fois. » C'est une bonne illustration. Il y a aussi des gens qui croient en Dieu et obtiennent de lui la force d'agir. Napoléon était, quant à lui, convaincu qu'il avait une bonne étoile lors de la plupart de ses batailles, même lorsqu'ils étaient mal engagés, il restait persuadé qu'ils gagneraient avec l'aide de cette bonne étoile. Cela énormément stimulé et lui a fourni un courage souvent déterminant. Quand j'étais petit, j'avais une amie qui adorait son chat. Elle disait qu'elle voyait dans son regard qu'il la soutenait en toutes circonstances. Ses parents étaient sévères et froids. Lorsqu'elle avait du chagrin, ils n'étaient pas du genre à la consoler. Alors elle allait voir son chat, le caressait et lui racontait ses malheurs. Lui la regardait dans les yeux en ronronnant de son regard profond et bienveillant, et il lui redonnait confiance en elle. C'est très possible. Un animal a souvent un amour inconditionnel pour son maître, et cet amour peut le porter considérablement. Vous savez, on commence à mener des recherches scientifiques sur l'amour, et on découvre des choses extraordinaires. Dans une université américaine, des chercheurs qui cultivaient des cellules cancéreuses dans une boîte de pétri ont eu l'idée de faire venir des étudiants aux États-Unis
Ceux-ci servent souvent de cobayes dans leur laboratoire. Ils les ont rassemblés autour de la boîte et leur ont demandé d'envoyer de l'amour aux cellules cancéreuses. Les étudiants l'ont fait et les chercheurs ont mesuré scientifiquement que les cellules cancéreuses régressaient. Ils n'ont pas été capables d'expliquer ce phénomène, pas plus d'ailleurs qu'ils ne peuvent dire comment concrètement les étudiants font pour envoyer de l'amour, mais le résultat est là, indiscutable. Les cellules ont régressé. C'est fou. Oui, l'amour a sans aucun doute de nombreux effets que l'on commence à peine à découvrir. Mais la plupart des scientifiques n'affectionnent pas ce genre d'expérience, car ils détestent mettre en évidence des phénomènes qu'ils ne sont pas capables ensuite d'expliquer. Il faut reconnaître que c'est frustrant si l'on se met à leur place. Moi qui suis maintenant au seuil de ma vie, je deviens convaincu que l'amour est la solution à la plupart des problèmes que rencontrent les êtres humains dans leur vie. Cela peut sembler une idée simple, convenue, et pourtant pratiquement personne ne la met en œuvre car il est souvent difficile d'aimer. Disons qu'il y a des gens qu'on n'a vraiment pas envie d'aimer. J'ai même l'impression parfois que certains font tout pour ne pas être aimés. Certains sont méchants car ils ne s'aiment pas eux-mêmes. D'autres sont pénibles parce qu'ils ont beaucoup souffert et veulent le faire payer à la terre entière. Quelques-uns parce qu'ils se sont fait avoir par des gens et croient se projeter par une attitude désagréable. Certains ont été tellement déçus par les autres qu'ils ont refermé leur cœur en se disant qu'ils ne se seraient plus déçus à l'avenir s'ils n'attendaient plus rien des autres. D'autres sont égoïstes car ils sont persuadés que tout le monde l'est et ils croient alors qu'ils seront plus heureux s'ils passent avant les autres. Le point commun entre tous ces gens est que si vous les aimez, vous les surprenez, car ils ne s'y attendent pas. La plupart d'ailleurs refuseront d'y croire au début, tellement cela leur semble anormal. Mais si vous persévérez et les leur démontrez, par exemple dans des actes gratuits, cela peut bouleverser leur façon de voir le monde et accessoirement leur relation avec vous. Je veux bien l'admettre, mais ce n'est pas facile d'aller vers des personnes comme ça en ayant des sentiments positifs à leur égard. C'est plus facile si vous savez qu'un autre point commun entre tous ces gens est qu'il y a néanmoins une intention positive derrière chacun de leurs actes. Ils croient que ce qu'ils font est la meilleure chose à faire, voire la seule possible. C'est pour cela que même si ce qu'ils font est critiquable, ce qui motive leur comportement est souvent compréhensible. Pour pouvoir aimer une telle personne, distinguez-la de ses actes. Dites-vous que malgré son attitude détestable, il y a quelque part au fond d'elle, peut-être très enfoui et sans qu'elle le sache elle-même, quelque chose de bien. Si vous parvenez à percevoir ce quelque chose et que vous l'aimez, vous amènerez cette personne à entrer en contact avec cette petite part d'elle-même. Vous savez, l'amour est la meilleure façon d'obtenir un changement chez les autres. Si vous allez vers quelqu'un en lui reprochant ce qu'il a fait,
vous le poussez à camper sur sa position et à ne pas écouter vos arguments. Se sentant rejeté, il rejettera vos idées. Si à l'inverse, vous allez vers lui en étant convaincu que, même si ce qu'il a fait ou dit est désastreux, il est au fond de lui quelqu'un de bien et qu'il avait une attention positive en le faisant. Vous l'amenez à se détendre et à s'ouvrir à ce que vous voulez lui dire. C'est la seule façon de lui offrir une chance de changer. Cela me rappelle un fait divers que j'ai entendu à la radio. Il y a quelques années, cela se passait en France. Une femme avait été suivie jusqu'à son domicile par un violeur en série. Il avait à peine ouvert sa porte qu'il s'est précipité s'enfermant avec elle dans l'appartement. Il était armé et elle, n'ayant rien pour se défendre et ne pouvant crier sous la menace de son arme, eut le réflexe de parler avec lui. Elle força la conversation, essayant en vain de le faire s'exprimer. Elle raconta que cela l'avait un peu déstabilisé, car il ne s'attendait pas à une telle attitude de la part de sa victime.